Bonjour Marine. Bonjour. Eh bien, merci d'avoir accepté d'enregistrer ce podcast. Je vous en prie. Je sais que ça vous tenait à cœur aussi, Marine. Oui. Vous aviez envie de témoigner Ouais. sur cette pathologie qui s'appelle le trouble obsessionnel compulsif. Mais avec celui-là est assez retors parce que c'est des phobies d'impulsion. Voilà, et que ces phobies d'impulsion, beaucoup moins maintenant, mais avant déclenchaient beaucoup d'attaques de panique. Et c'était très très difficile pour vous à vivre, c'était assez invalidant. Et vous aviez envie d'en parler et de témoigner aussi sur tout ce parcours que vous avez réalisé depuis maintenant une dizaine d'années. C'est ça, 10 ans à peu près, ouais. C'est ça. Un petit peu plus, ouais. Voilà. Pour les auditeurs qui veulent en savoir un peu plus sur le TOC, vous avez un podcast aussi sur le site internet qui explique ce qu'est le TOC. Eh bien, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous et de votre parcours, justement ? Alors du coup, moi je m'appelle Marine, j'ai 34 ans, je suis étudiante infirmière, là je suis en formation professionnelle parce que j'ai été étudiante pendant 13 ans et du coup j'ai réussi à me relancer là dans mes études. Je suis célibataire, j'ai pas d'enfant et aujourd'hui je vis en totale autonomie, j'ai une vie sociale, voilà, j'ai réussi à faire mon petit bonhomme de chemin. Depuis quand ça va mieux, Marine ? Là, je dirais que ça fait vraiment une année où c'est vraiment, ça commence à se stabiliser, où ça commence à être plus solide, on va dire. Comment avez-vous pris conscience que quelque chose n'allait pas et comment vous avez décidé aussi de consulter ? Ça, c'était il y a une dizaine d'années. Ouais, c'était en 2013. En fait, en 2013, j'étais tout début de mon exercice professionnel en tant qu'aide-soignante. Et en fait, j'ai travaillé en secteur psychiatrique. Et en fait, c'est à ce moment-là que le TOC a explosé. J'ai fait un transfert sur un dossier. C'est comme ça que ça a paru pour moi aussi... évident. Aussi évident à ce moment-là, ouais, tout à fait. Donc du coup, là, ça a été une descente aux enfers très rapidement. Syndrome dépressif, anxiété majeure. Je me suis retrouvée hospitalisée du coup pendant 1 mois parce qu'on comprenait pas trop ce qui se passait. Et que, du coup, moi, j'étais complètement envahie et incapable de me gérer seule. Je passais mon temps à faire des attaques de panique. Enfin, c'était vraiment une période très 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 difficile où je voyais pas d'alternative à ce moment-là parce que j'étais tellement envahie que je passais mes journées à pleurer, faire des attaques de panique, faire des notes pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et puis j'ai vraiment eu la sensation que là, ma vie, elle était finie. Après, je suis sortie au bout d'1 mois. L'errance médicale, du coup, a duré jusqu'en 2017. Où là, vraiment, j'ai eu la chance, j'ai rencontré une psychiatre formidable qui a, elle, tout de suite mis les mots sur mes mots. Comme on peut... Elle a posé un diagnostic. Voilà, et c'est elle qui m'a parlé pour la première fois de phobie d'impulsion, avec mon trouble panique du coup. Et là, ça a été révélateur parce que j'ai pu avoir un traitement, elle m'a dit que c'était pas de ma faute, enfin voilà, une prise en soin complètement différente et du coup qui m'a beaucoup... qui m'a aidée en fait à me sortir un peu la tête de l'eau et du coup le travail en pluridisciplinarité après avec vous qui a été... je pense une force aujourd'hui. Ça fait combien de temps qu'on se connaît maintenant, Marie ? Je dirais que ça fait 3 ans là. Ouais, 3 ans. Ouais, 3 ans, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Comment décririez-vous le TOC et plus précisément cette phobie d'impulsion ? Voilà, à quelqu'un qui ne connaît pas ces termes-là, qu'est-ce que vous diriez ? Alors, c'est toujours difficile en fait, c'est ce que j'expliquais, d'expliquer les phobies d'impulsion sans faire peur. Oui. Ou sans passer pour quelqu'un de bizarre. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, comme c'est des pensées... moi, j'ai toujours l'image de pensées intrusives qui s'imposent à nous. En fait, on n'a pas le choix c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Et en fait, moi, pour le décrire, je parle toujours de flash. En fait, c'est des pensées qui viennent, qui sont intrusives, c'est des flashs. Et ça empêche... Enfin, moi, ça a entraîné, en tout cas, moi, une peur... j'étais terrorisée en fait de commettre un acte transgressif quel qu'il soit ou même de perdre le contrôle et chez moi ça a été la peur de commettre des viols sur les gens que j'aimais, peur de tuer quelqu'un avec les couteaux et vraiment je sais que ça avait aussi explosé quand il y avait eu les attentats du Bataclan où pareil j'avais peur de ressortir derrière, de me dire mais si moi aussi j'étais capable de
de faire ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'impose à nous, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Il y a 2 cognitions en fait dans la phobie d'impulsion, c'est soit je suis un danger, soit je suis en danger. Et malheureusement, des fois, il y a des patients qui ont les 2 types de cognitions. Et je tiens quand même à rajouter, parce que Marine se livre, je tiens à dire que moi aussi, depuis que j'ai à peu près 6 ans, l'âge de 6 ans, je souffre de phobie d'impulsion. Donc je connais très très bien ces patients qui souffrent de ça. Et j'ai moi-même eu, il y a maintenant presque 20 ans, en fait, une TCC vraiment sur le TOC. Alors ça ressemblait pas à la TCC d'aujourd'hui parce que ça a quand même pas mal évolué, mais effectivement, et ça m'a permis quand même de retrouver aussi une certaine liberté et d'arrêter les traitements puisque je ne suis pas sous traitement. Et je dirais pour compléter la phobie d'impulsion, c'est effectivement une image intrusive qui arrive à un moment donné et qui traverse tout le corps, qui déclenche comme une angoisse et qui met le doute dans l'esprit. Si je le pense, c'est que c'est possible, parce que sinon je ne le penserais pas. Et c'est ça le piège du TOC et aussi de la phobie d'impulsion. Et on veut lever le doute. Et à partir de là, c'est là où on va avoir des rituels, ce qu'on appelle les compulsions, ou alors on va vérifier, ou on va avoir un comportement qui malheureusement va maintenir l'obsession. L'évitement aussi. Et voilà, l'évitement beaucoup aussi. Dans l'évitement. Absolument, absolument. Alors on va, si vous voulez bien, j'aimerais vous poser aussi une question, c'est quelles idées fausses les gens peuvent-ils avoir sur les TOC, selon vous ? C'est un peu ça, ce qu'on vient de dire. Ouais, les idées fausses, c'est que c'est en fait ça c'est moi j'ai souvent entendu en fait que c'était dans ma tête, que c'était rien, que c'était ma petite angoisse du soir parce que j'avais passé une mauvaise journée, et que fallait que je prenne sur moi et que je pouvais le gérer et en fait je pense que les gens comme ils comprennent pas et qui comme c'est encore, je trouve que c'est moins tabou mais ça l'est quand même encore un peu. C'est difficile en fait de faire comprendre à l'autre que en fait c'est quelque chose qui s'impose à nous malgré nous, et plus on va avoir, comme vous disiez à l'instant, plus on va vouloir le réprimer, plus ça va exploser en fait. Et je pense que c'est ça en fait que les gens qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que c'est on n'a pas le choix en fait. C'est ça. Et on n'est pas fou pour autant en fait. C'est ça. Je voudrais maintenant qu'on parle de votre parcours en psychothérapie, puisque tout à l'heure vous évoquiez cette rencontre avec cette psychiatre qui, enfin, elle, a fait son travail, puisqu'elle a diagnostiqué le TOC. Et c'est assez facile de diagnostiquer un TOC quand on connaît le TOC. Qu'est-ce qui vous a motivé à commencer, par exemple, cette thérapie ici, par exemple ? Clairement, en fait, je me suis dit, là, il faut se prendre en main. En fait, je voulais plus que le TOC conditionne ma vie, en fait, parce que c'était vraiment... En fait, je vivais pas. Je pense que je survivais. Et que c'était le TOC qui avait toute sa place, en fait. Et du coup, je me suis dit, au bout d'un moment, non, en fait, c'est plus possible. Faut faire quelque chose. Je peux plus vivre comme ça. Et en fait, je me sentais pas libre. Et c'est le manque de liberté qui a fait que j'ai vraiment voulu consulter. Et aussi, je rajouterais que finalement, toute la vie est organisée autour du TOC. Oui. Et que ça lamine la confiance en soi, mais plus loin encore la valeur qu'on peut se porter. Oui, c'est... Pour moi, j'avais pas de valeur. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai repris aussi tard mes études d'infirmière aussi. Je pense que voilà, à 20 ans, quand j'ai fait mes études d'aide-soignante, parce que mon projet remonte à très très longtemps, j'avais pas la place à ce moment-là. J'avais pas la place, même dans ma tête, au niveau cérébral, il y avait plus de place en fait. Donc je pouvais pas c'est ça. À l'époque faire ça. Est-ce que vous voulez bien nous parler aussi de ces moments en psychothérapie, parce que l'idée c'est que les gens qui écoutent ce podcast aient envie, enfin que ça leur donne de l'espoir, parce que ce que je voudrais aussi dire, c'est que quand on est envahi par un TOC, on n'a plus d'espoir, on pense que notre vie est fichue et que personne ne pourra nous aider. Est-ce que vous voulez bien nous parler un petit peu de ce travail psychothérapeutique que vous avez entamé il y a 3-4 ans ? Alors avec vous, en fait, moi je trouve que ce qui m'a le plus aidé, du coup, c'est tous les exercices que vous m'avez pu donner, notamment la cohérence cardiaque, où j'ai découvert que je connaissais pas du tout, où ça a été vraiment... C'est un outil en fait que j'utilise même dans mon quotidien aujourd'hui, quand j'ai des moments de stress, où je sens que le TOC est un peu...
lancinant parce que si je suis un petit peu plus fatiguée, dans les périodes un peu de décélération, d'accélération, quand les vacances arrivent ou autre, ça c'est vraiment ce qu'on a fait ici en thérapie qui m'a beaucoup aidée. Et je trouve que c'est l'EMDR aussi qui a malgré tout beaucoup aidé chez moi, parce que comme le TOC a entraîné beaucoup de traumas, d'angoisse, etc., je trouve que le travail qu'on a fait en EMDR aussi m'a beaucoup aidée. Et tout simplement, la première chose, c'est de le verbaliser. Je trouve que de pouvoir le verbaliser et de le dire à haute voix, ça dédramatise un peu les pensées. Et du coup, plusieurs fois, on en a ri ensemble, tellement ça me paraissait en fait invraisemblable. Et je pense qu'à partir du moment où on en parle en thérapie avec quelqu'un de neutre, il n'y aura pas d'affect, donc on peut se livrer. Et c'est ça qui est important, je trouve. Est-ce que le fait que je vous ai fait cette révélation moi-même, je souffre d'un TOC et notamment d'une phobie d'impulsion, est-ce que ça vous a aidé ou est-ce que oui. Ouais, ça m'a beaucoup aidé parce que du coup je me suis dit, je suis enfin en face de quelqu'un qui comprend ce que j'ai. Après plus de 10 ans d'errance médicale où je me dis, en fait c'est pas moi le problème, enfin c'est pas de mon fait, c'est pas que je m'écoute trop ou quelqu'un me comprend enfin. Et ça a été très important pour moi de me dire que enfin il y a quelqu'un qui pouvait comprendre ce que je traversais. Dans le parcours psychothérapeutique, quels ont été, alors vous avez parlé de l'EMDR, vous avez parlé de la cohérence cardiaque, quels outils ou stratégies vous ont effectivement parlé, aidé, oui voilà c'est ça, qu'est-ce qui vous a particulièrement aidé? Alors, comme je dis aussi, c'est d'arriver à maintenir ma vie à côté, c'est-à-dire de mettre des stratégies en place quand le TOC arrive. Alors je sais que voilà, moi quand je suis envahie, je peux pas, par exemple, je peux pas lire, c'est pas possible, mais d'aller faire du vélo ou des choses comme ça, vraiment avoir bouger le corps. Voilà, et de me dire et de rationaliser avec les outils que vous m'avez donnés, voilà, de se dire voilà, ça c'est des sensations, c'est dû à ça, et c'est de dédramatiser en fait et laisser la pensée venir. Et pas vouloir la faire partir tout de suite, c'est en fait. Ça. Pas lutter, en fait. Faire un contre-mouvement, voilà, comme je dis. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir le mouvement d'angoisse, c'est un mouvement de calme. C'est ça. Et même aujourd'hui, ça m'arrive encore. Voilà, c'est malgré tout, c'est toujours là. Et je trouve que d'utiliser ces outils-là et de me dire, ok, là, c'est une phobie, ça va passer, respire. Et du coup, je trouve que ça passe mieux et que les sensations désagréables passent. Alors c'est toujours un inconfort, mais ça dure plus comme ça pouvait durer des heures, voire dans mon cas des semaines avant. C'est ça. Alors moi, si je peux me permettre, je vais expliquer un peu aux auditeurs le parcours qu'on a fait ensemble. La première chose, c'est qu'on a vraiment travaillé en TCC. Ouais. C'est-à-dire vraiment avec le modèle cognitivo-comportemental qui est quand même le modèle validé pour le TOC. Où vraiment d'abord il y a eu une grosse psychoéducation, même si vous avez cette psychiatre qui vous a expliqué beaucoup de choses, on a vraiment fait de la psychoéducation, c'est-à-dire l'explication du TOC. Ensuite, on a travaillé sur les attaques de panique. Déjà, si on peut réduire l'impact des attaques de panique et vous redonner du pouvoir sur l'attaque de panique, c'est ça de prix aussi sur le TOC. Parce qu'aujourd'hui, je suis capable d'avoir ça me l'a encore fait il n'y a pas très longtemps, je peux avoir une attaque de panique, mais elle se verra pas parce qu'en fait j'ai appris à les contrôler et du coup en fait ça passe, ça dure quelques minutes et puis alors que ça avant j'aurais été complètement envahie, j'aurais été incapable de gérer ça. Donc, c'est ça. Ensuite on a fait un travail EMDR. Alors les auditeurs pourraient être étonnés pourquoi de l'EMDR sur un TOC, parce que on s'est aussi aperçu que effectivement le TOC peut traumatiser par moment et il faut effectivement désensibiliser ces traumas, mais que le TOC aussi, quelquefois, certaines phobies d'impulsion, certaines pensées prennent source dans des traumas. Oui. Et que résoudre ça, c'était aussi réduire, l'hypothèse c'était réduire l'apparition de certaines obsessions, certaines pensées intrusives. Et puis aussi, c'était aussi pour augmenter la confiance en soi. Ouais. Voilà. Donc je trouve que ça a plutôt pas mal répondu, ça. Oui. Même si le TOC est toujours présent parce que vous avez un TOC résistant, comme le mien. Oui. Voilà. Et ensuite, on a fait un travail effectivement davantage corporel et aussi un peu de pleine conscience, parce que faire les choses des choses délicates en pleine conscience, c'était réduire les vérifications et le doute. C'est ça. Le doute et donc la vérification.
C'est ça, et c'est vrai que j'en ai beaucoup moins aujourd'hui. J'ai moins de tocs de vérification du coup enfin, par rapport à ce que je pouvais avoir avant. Donc, C'est ça. Maintenant, le travail psychothérapeutique n'est pas terminé encore, non. puisque on est sur cette phase de stabilisation. C'est ça. Et quelquefois, il y a des petits retours en arrière parce qu'il y a des événements difficiles et qu'il y a aussi un travail sur vos besoins émotionnels et qui est plus un travail maintenant plutôt cognitivo-émotionnel avec vous. Voilà. Et c'est ce travail qu'on engage, mais pas simple parce qu'il y a les études, il y a un planning qui est vraiment très très bien chargé, très chargé hein, et qui est avec des événements de vie qui sont là pour vous activer hein, parce que c'est coton hein, comme les études d'infirmière. Vous avez un peu répondu en partie à la question, mais j'aimerais qu'on y revienne un petit peu sur la vie avec un TOC. C'est comment le TOC influence, il a influencé votre vie encore aujourd'hui, peut-être davantage aujourd'hui. Comment est-ce qu'il influence encore ? On va dire que le TOC, en fait, il influence surtout les moments où je suis fatiguée. Où là, je vais avoir du mal en fait à gérer, où j'ai les phases de gros stress, où en fait je sens que ça revient. Et j'ai du mal en fait dans ces moments-là à le maîtriser parce que de la fatigue, voilà, et je sens que j'ai toujours ces sensations qui reviennent. Et ce qui est fou, c'est que ça fait même je pense qu'avant de consulter, j'en avais déjà même plus jeune. Et en fait, ce qui est fou, c'est que ça revient à chaque fois que c'est les mêmes sensations. C'est toujours pareil en fait. Au niveau corporel, j'éprouve toujours les mêmes sensations. Mais comme je sais ce qui se passe, j'arrive à le maîtriser. Mais malgré tout, c'est toujours les mêmes sensations, c'est toujours les mêmes peurs. C'est ça. Je l'ai remarqué ça. Il y a toujours un endroit où je passe quand je rentre chez moi. C'est un endroit, une mezzanine, et il y a le vide dessous. Ma phobie d'impulsion, c'est j'ai peur de me jeter. Et du coup... Pas tous les soirs, et vous avez complètement raison, parce que en fait, ça va, l'obsession, la phobie d'impulsion, elle débarque, elle réapparaît dans notre vie quand on est fatigué, très fatigué, quand on est stressé. Moi, pour ma part, quand j'ai eu un conflit avec quelqu'un, ou la décélération, c'est-à-dire quand il y a eu une grosse période où il a fallu travailler beaucoup et qu'il y a quelques jours de vacances, alors là, il y a un retour. C'est ça. Ce que j'appelle moi le retour du refoulé. C'est ça. C'est pas vrai, mais c'est un peu l'expression qui me vient et qui vient de la psychanalyse. Hein, et c'est vraiment ça, et donc je le sais. Mais effectivement, je le vois hier soir, par exemple, je suis rentrée à 20h45, et donc je passe cet endroit-là, je suis un peu fatiguée, et ça tout de suite, il y a eu la pensée, et la bouffée d'angoisse, mais alors vraiment qui traverse des hanches à la tête, voilà, et qui dérange toujours. Et c'est toujours la même peur qui arrive, comme si à chaque fois c'était un reset. Comme si tout ce qu'on avait vu, traversé, appris, c'était fini. Et non, et à chaque fois, et voilà. Et ça dure un quart de seconde, ça dure des fois 2-3 secondes. C'est là, et en fait il faut pas lutter. Non. Juste se dire c'est là. Moi, ça me l'a fait il n'y a pas longtemps aussi, comme j'ai traversé des moments là assez compliqués dans ma vie personnelle, suite à la perte d'un proche. Ça me l'a fait il n'y a pas longtemps, j'étais en train de zapper à la télé, là je suis retombée parce que ça avait fait... ça fera presque 10 ans qu'il y a eu les attentats du Bataclan, là, et donc ils en reparlent pas mal, il y a pas mal de reportages qui ressortent. Et pareil, voilà, un soir j'étais devant les infos et ils parlent de ça, et là les mêmes sensations comme vous... quelque chose de viscéral, une angoisse bouffée de chaleur, et je sais qu'avant ça aurait été un élément déclencheur, ça aurait pu durer jusqu'à 4 semaines. C'est ça. Là ça a duré une soirée, voilà, où je me suis dit voilà, c'est là, il faut que tu acceptes. Alors ce que j'ai fait, c'est tout bête, j'ai réussi, je me suis levée, je suis allée prendre une douche, j'ai bu, je me suis fait une tisane, c'est des choses que j'aurais pas fait avant, mais du coup grâce au travail que j'ai fait ici, je sais que ça va passer, donc j'arrive à mettre des stratégies pour que ça passe, et après voilà, j'ai réussi à dormir, et le lendemain c'était fini, donc alors qu'avant ça aurait duré des semaines. Ça. Et en fait c'est vrai que vous avez complètement raison, et ça je l'ai remarqué aussi, plus que jamais dans ces moments-là, prendre soin de soi, être son adulte en fait, ça. Et prendre soin de cette partie vulnérable qui est blessée en fait. Ça, c'est vraiment un outil vraiment formidable. Ça. Alors qu'avant j'aurais eu tendance à rester bloquée dans mon lit, à pas bouger, figée, à pas lutter contre ces sensations et les laisser m'envahir, que là du coup c'est moi qui ai été le maître entre guillemets de ce qui s'est passé, et c'est ce qui a fait que je pense que c'est passé plus vite derrière. Oui, absolument.
Maintenant, je voudrais qu'on termine par le regard sur le passé et les conseils que vous pourriez donner aux auditeurs. Avec le recul, que diriez-vous à la version de vous-même qui commençait à ressentir les symptômes pour la première fois? Et ben, je dirais que en fait, c'est important de prendre conscience que que c'est difficile, que ça fait peur, parce que c'est vraiment moi de la peur intense. D'ailleurs, j'oublierai jamais ce que m'a dit la première fois que j'ai vu ma psychiatre. Elle m'a dit qu'elle avait jamais vu la terreur dans les yeux de quelqu'un comme elle a vu dans les miens. Et ça faisait longtemps qu'elle exerçait. Et voilà, et de se dire, bah ok, c'est dur ce que tu traverses, mais ça va aller, t'inquiète pas, t'es pas seule. Et du coup, je pense que c'est ça aujourd'hui que je dirais un peu à celle que j'étais il y a 10 ans, c'est ça va aller, faut en parler. Faut vraiment en parler. Moi, j'ai envie de lui dire aussi, comme à la version de moi-même, quand à 33 ans, j'ai compris que depuis que je suis petite, ça s'appelle du TOC, et notamment des phobies d'impulsion. Je crois que je lui dirais n'aie pas honte. Ouais, c'est surtout ça. N'aie pas honte. Culpabilité aussi, pas de culpabilité, pas de honte. Voilà. Parce que moi, je sais que ça fait honte. Et parce que c'est bizarre d'avoir ce type de pensée. Oui, c'est vrai. Et puis c'est tabou en plus. Donc et, voilà. Et ça peut être tabou parce qu'on voit dans le regard de l'autre une telle perplexité et de la peur, des fois. C'est toujours délicat de dire, là, j'étais en train de te voir, en train de te planter un couteau. Enfin, c'est exactement. Quand même, difficile. Pour l'autre, c'est compliqué. Mais essayer d'être bienveillant et pas trop dur envers soi, parce que c'est souvent ce qu'on attend. Quel conseil donneriez-vous à une personne qui souffre d'un TOC et particulièrement d'une phobie d'impulsion mais qui hésite à consulter là? Je pense que moi si j'ai fait ce podcast là aussi, c'est pour ça en fait, c'est pour dire qu'il faut pas hésiter à consulter, que c'est un TOC qui est très invalidant quand il est pas maîtrisé, et que justement en thérapie c'est de l'écoute bienveillante, et que c'est comme ça qu'on s'en sort en fait. Malheureusement, je pense que tout seul c'est compliqué de s'en sortir d'un TOC comme ça, et je pense que si j'avais pas consulté, peut-être que j'aurais pas repris mes études, peut-être que je mènerais pas la vie que je mène aujourd'hui, mais je pense que c'est vraiment primordial de consulter. Enfin, pour moi ça l'est, et je pense que c'est trop envahissant pour s'en sortir seule. Maintenant, Marine, je sais que vous avez préparé des choses parce que vous êtes toujours très consciencieuse. et j'aimerais bien, du coup, vous laisser ce moment libre. Dire ce que, si vous avez envie de dire des choses qui vous tiennent à cœur et que vous aviez préparé, j'aimerais que vous puissiez le faire. Il y a juste, j'avais préparé pour aussi dire le message d'espoir, un peu de résilience. Très bien. Et j'avais dit que parfois, de la noirceur et des ténèbres, parfois on voit une lumière. Et que cette lumière, elle est à portée de nous. C'est un peu le travail qu'on a fait ensemble aussi. Ça a été un peu la lumière dans mon errance. Qu'on a des ressources en nous. Et ça, je pense que c'est vraiment en nous qu'on trouve les ressources pour se battre de ça. Et qu'il ne faut pas voir ça comme une faiblesse, mais comme une force, parce que c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui je pense même bienveillante envers les patients, et que je suis peut-être plus sensible à certaines choses dans la prise en soin des patients. Du coup, moi je tenais à vous remercier aussi pour toute l'aide qu'on a, pour tout le travail, et justement je réitère, il ne faut vraiment pas hésiter à consulter, que j'ai été prise en soin avec soutien et bienveillance. Et je pense qu'aujourd'hui, l'alliance thérapeutique qu'on a fait ici avec ma psychiatre, ça a été un pilier fondamental dans la démarche d'amélioration de ma qualité de vie, ce qui n'est pas négligeable. Et je pense que une approche holistique dans le processus de la psychothérapie, c'est vraiment la clé pour offrir la possibilité aux patients de vivre librement et de redevenir libre en fait. Et c'est ça aujourd'hui que j'éprouve, c'est que je suis plus libre, parce que finalement, il y a plus de périodes aujourd'hui où j'y pense pas que de périodes où j'y pense. Et c'est ça qui est bien. Ouais. Même si le TOC, on y pense presque tous les jours. Oui, il n'y a pas un jour où j'y pense pas, mais je trouve qu'aujourd'hui j'ai repris quand même plus le cap, que je suis capable de faire des choses qu'avant j'aurais jamais été capable de faire. Donc, et même la transformation physique. Oui. Vous êtes transformée physiquement. Et ça c'est fabuleux, c'est cadeau quoi. Ouais. Donc donc ça c'est effectivement un beau message d'espoir. Est-ce que vous avez envie de dire d'autres choses? Parce que je voudrais pas que en coupant cet enregistrement vous vous sentiez frustrée. Je sais que ça vous tenait à cœur. Non, c'est la première fois je pense que j'en parle aussi
ouvertement et librement parce que avant j'étais pas prête et j'en avais honte, c'est ce qu'on disait. Et aujourd'hui je suis vraiment dans cette démarche d'en parler pour pas qu'il y ait quelqu'un qui, comme moi à 10 ans, souffre autant et se sente seule comme j'ai pu me sentir. Et qu'il n'y ait pas de... Parce qu'il y a encore trop de gens qui n'osent pas dans les pathologies psychiatriques, entre guillemets, parce que c'est encore un gros mot psy, et que malgré tout on peut s'en sortir. Moi j'ai réussi à faire des études d'infirmière, ce qui est quand même pas évident, et comme quoi on peut s'en sortir. Absolument. Et surtout, ce que moi je voudrais dire aussi aux gens qui nous écoutent, c'est que ce qui est particulièrement difficile dans le TOC, c'est qu'on a des pensées qui sont socialement pas transmissibles. Oui. On ne peut pas en parler parce que, par exemple, ici au cabinet, il y a quand même des gens qui viennent avec des pensées qui sont, par exemple, ont des enfants et qui disent « je suis terrorisée parce que des fois j'ai des images où je suis en train de toucher mon enfant et c'est affreux et du coup, je n'ose même plus m'approcher de mon enfant, par exemple. » C'est des personnes qui sont dans une telle souffrance. D'autres, effectivement, vous parliez de couteaux, ont peur de planter des couteaux dans le corps de leur enfant ou de leur mari ou de leur chien. C'est épouvantable. Comment dire ça à quelqu'un? Comment confier ça à quelqu'un sans que cette personne ait envie d'appeler la police? Oui, ça me le faisait avec mes neveux et nièces aussi, où j'étais vraiment dans l'évitement quand ils étaient tout petits, de m'en occuper toute seule parce que j'avais peur de ce que je pouvais faire, alors qu'aujourd'hui il ne s'est jamais rien passé et voilà. Mais je voudrais vraiment dire que dans le TOC il n'y a pas de passage à l'acte. Ça, c'est important. Et quand on m'avait dit ça, quand mon thérapeute à l'époque m'avait dit il n'y a pas de passage à l'acte, j'avais quand même beaucoup de mal à le croire. Ouais. C'est tellement fort le doute. Et puis c'est ce que vous m'aviez dit, je pense, une des premières fois où on s'était vu, c'était la maladie du doute. Et ça, je crois que c'est toujours resté... La maladie du doute. Voilà. Et le doute, on ne peut pas toujours le combler. Donc... Et on ne peut pas lever le doute. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas apporter la preuve à soi-même qu'on ne le fera pas. C'est ça. Et c'est ça qui fait que ça s'installe et ça reste et ça dure. Et que ça, quelquefois, c'est l'attaque de panique qui l'emporte. Mais bon. Merci beaucoup, Marine. C'était vraiment précieux. Et puis, n'hésitez pas à écouter les autres podcasts. Et il y en aura d'autres, de toute façon, qui vont suivre. À bientôt et prenez soin de vous. Merci.